Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. De lieu de la corruption en République démocratique du Congo, en est-on 63 ans après l'indépendance? On va faire un état des lieux de cette question importante qui compte pour la survie de toute une nation. Eh bien, on va recevoir un expert de la question sous ce plateau. Il s'agit de Monsieur Mbou, José-Marie Royal. Il est président de l'ACDRO, et président des ONG de prévention du crime en RDC, analyste et expert. Pays contre la corruption. Je pense qu'on peut s'arrêter là, monsieur. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. On vous reçoit sur cette question en tant qu'expert de la question de lutte contre la corruption. Vous avez fait un état des lieux, vous avez beaucoup de rapports de l'état de la corruption en République démocratique du Congo depuis les années 60, l'année de l'indépendance. Quel est votre état de lieu de la question de corruption en RDC 63 ans après? Bon, écoutez, monsieur le journaliste, d'abord, je voudrais vous remercier de nous permettre d'avoir cette audience pour parler de ces questions. Oui. Ça tombe à point nommé parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même une fin mandat du président Tshisekedi. Oui. Il est tout à fait évident que la plaie centrale de la nation, et c'était la question de la corruption, oui, que nous puissions en parler. Parce que vous comprenez, si je prends les indicateurs, c'est-à-dire que nous sommes en train de finir un mandat, on a attendu des investisseurs, par exemple, que nous n'avons pas vu arriver. Hein? En tant que facilitateur de ces questions, moi, ce n'est pas pour repousser quelqu'un, mais c'est pour faire comprendre que tant que nous ne travaillerons pas sur la question de la corruption, les signes sont là, personne ne viendra. D'accord? Alors, par conséquent, quand on parle notamment de la question de la corruption, vous avez comme ça un déterminatif qui vous dit que accomplir ou ne pas accomplir un acte de sa fonction pour un intérêt personnel, pour être très simple, pour un intérêt personnel, c'est ça l'acte de corruption. D'accord? Alors, oui, maintenant, je parle d'un autre aspect, parce que je sais que l'émission que nous faisons avec vous, c'est une émission qui sera combattue parce que nous sommes dans la vérité. Je voudrais vous faire savoir aussi, Monsieur Dan, que les questions de la corruption, ce sont toujours des questions, excusez-moi entre guillemets, des questions de puanteur. D'accord? Ok. Par conséquent, quand je dis questions de puanteur, c'est-à-dire les questions de la corruption, personne ne veut en parler. Hein, ce sont des choses qui doivent demeurer cachées, etc. Quand vous mettez ça, comment dirais-je, à la lumière, les gens, comment dirais-je, ne sont pas, comment dirais-je, participatifs et contents. Or, ce que nous devons dire ici, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui au Congo, nous avons observé que certains actes depuis, nous parlons de ce pouvoir actuel d'abord, je démarre là, Tshisekedi, manifestement, il y a des choses qui sont en train d'essayer de se mettre en place, de se construire. Ça, on ne peut pas nier ça, d'accord? Mais de l'autre côté, nous ne sommes pas en train de regarder ce qui est en train de se mettre en place là. Ce que nous avons besoin, c'est la solidité institutionnelle. D'accord? Et la solidité institutionnelle doit passer par l'intégrité, la probité, la confiance publique, l'équité, la bonne gouvernance, la transparence. Tous ces mécanismes-là doivent fonctionner. Tout à fait. Mais quels sont les aspects qui sont en train de se mettre en place sous le président Tshisekedi? Bon, nous constatons que quand même, aujourd'hui, il y a un P145, un PD, je crois, 145, qui est en train de se mettre en place. Nous constatons quand même, après quelques endroits, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais ce n'est pas vraiment ce que nous attendions. Ça ne rend pas solide ça. D'accord? La solidité, par exemple, de la nation aurait voulu que, pendant tous ces 5 ans, nous ayons déjà des entreprises au Congo. La solidité aurait voulu que dans ces 5 ans, déjà, il y ait un mouvement fort,
qui délocalise les 95% des Congolais du chômage, qui aillent, comment dirais-je, dans le travail. Vous comprenez, hein? Alors tout ça, ce sont ces grandes valeurs-là que nous constatons jusqu'à présent ne sont pas mises en place. Alors ici, je voudrais dire ceci, pour conclure à ces premiers niveaux, c'est que je peux, moi en tant que parent, vous êtes 3 enfants, j'appelle l'aîné à côté, je dis voilà 100 000, moi je vais au travail, arrangez-vous pour manger. L'aîné prend 60 000, il met de côté, il achète l'alimentation pour 40 000 et effectivement vous mangez. Mais quand moi le papa, je viens au soir, je vous pose la question à vous tous, avez-vous mangé? Qu'est-ce que vous allez répondre? Oui, on a mangé. On a mangé. Mais est-ce que vous avez mangé les 100 000 que papa avait préparés pour vous? Pas du tout. Pas du tout, ok. C'est ce qui se passe au Congo. D'accord? On essaie de nous faire voir comme de construire, mais sous la question de la corruption, elle est nulle. D'accord? Elle est nulle. Elle est nulle, elle est nulle. Malgré toutes les agences qui ont été Elle est nulle. Parce que ici, c'est comme malgré je vous disais. de l'IGF. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au départ, c'est quoi la question? C'est que, il faut les personnes habilitées et qui ont, comment dirais-je, un cursus avéré pour s'attaquer sur la question de la corruption, parce que c'est une culture, et on constate que tous ceux qu'on est en train de mettre là-bas, ils sont en train de se casser la pipe, parce qu'ils n'ont pas cette culture. D'accord? Et d'ailleurs, dans ce qui vient de se passer récemment ici, il y a 2-3 jours ici, sur l'APLC, quand vous regardez la nature des profils des personnes, telles que la personne est en train de les décrire, donc il y a à redire. D'accord? Or, quand vous parlez de ce type d'agence, vous allez ailleurs, ce sont des gens qui sont réellement chevronnés. D'accord? Hein, vous mettez des personnes qui ont la soixantaine, vraiment qui ont comme ça 10, 15, 20 ans de background sur la question, comment dirais-je, la due diligence et comment dirais-je, et tout ce qui est transparence, etc. Toutes ces questions d'intégrité, etc., etc. Bon, alors maintenant, nous constatons ici chez nous, on nous met des personnes qui, à chaque fois, sont en train de pivoter. Kikalanga, on l'a mis là, vous avez vu ce qui s'est passé. Maintenant, on en a mis d'autres ici, vous avez entendu ce qui est en train de se dire. Nous attendons les conclusions. Et ce qui est encore assez paradoxal, c'est que jusqu'au moment où nous sommes en train de parler ici, il n'y a pas de mesures de conservation. C'est pour vous voir la nature de la question. Est-ce que la question de compétence, des hommes compétents, tient-il, ou c'est la question de la moralité? Qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire que la question de la moralité, la compétence ne se lègue pas. Comme ça est en train de se faire. Dany, c'est quelqu'un que je connais, il vient du parti, allez, Dany prend sa nom. Pour cette fonction-là, il faut faire l'appel dans la nation. D'accord? Des personnes qui sont qualifiées, qui ont un cursus de plus fort sur cette question et de plus haute valeur de moralité parce qu'ils ont travaillé pendant des années. C'est devenu une culture contre eux, c'est devenu un bouclier contre eux. C'est ces personnes. Vous venez. Hein, Dany va prendre ça. Dany était l'avocat comment dirais-je, papa de maman. On met là. Alors maintenant, les conséquences, c'est ça. Les gens ne sont pas à suffisance solides, et ils rencontrent ce qu'ils rencontrent. Alors maintenant, autre chose. Ce qui se passe, d'abord, ces mécanismes-là, au moment où nous sommes en train de parler, toute la société civile est en train de dire cette histoire, comment dirais-je, de APLC, c'est une histoire qui n'est pas à suffisance indépendante. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est la société, c'est la société. Il faut faire appel, comment dirais-je, à des offres, comment dirais-je, nationaux, qui puissent permettre maintenant les personnes les plus habilitées dans ces magmas, des experts connus sur ces questions, comment dirais-je, de postuler aussi. Ça, c'est ce que la société civile a demandé dernièrement. On était au CNDH, c'est ce que nous demandons. Alors, maintenant, autre chose. Il faut parler maintenant des structures. Et là, je reviens, oui, nous félicitons les chefs de l'État parce qu'il a fait un effort de mettre ces structures en place. D'accord? Alors maintenant, troisième niveau. Les structures ont-elles des... Jusqu'au moment où je vous parle ici, les stratégies ne sont pas totalement validées. Attendez, les structures qui sont là ont existé depuis longtemps. Par exemple, si on prend la structure comme l'IGF, avec tout ce qu'elle fait, on sent quand même qu'il y a un certain sentiment d'abandon ou de diminution des cas de corruption, comme on l'a connu dans le passé. Oui, mais à cette question-là aussi, nous allons revenir, c'est que l'IGF ne parle que des finances publiques. Ça dit que les institutions de l'État ont dit, voilà, achetez-nous 50 camions pour les voiries. C'est quoi le montant? 50 millions de dollars. L'IGF vient pour vérifier que l'argent qui a été dégagé, c'est 50 millions. Pour les 50 camions, nous avons les acquis comptables et nous avons les camions. D'accord? Ça, c'est l'IGF. Il se limite là.
Mais la corruption dans son ensemble, vous êtes ministre, je viens vous voir, à votre porte, votre directeur dit, ouais, c'est pour la signature, mais ministre, paye ça, 3 000 $. D'accord, avant les kakuna. Même les directeurs de cabinet, quelquefois, avant les kakuna. Hein? Alors, on ne voit pas ça. Ce couloir-là, il y en a près d'une vingtaine, près de 25, auxquels l'IGF n'a rien à voir là-dedans. D'accord? Ça, c'est le travail de la nation, les structures des agences de la nation à travailler en profondeur pour modifier le comportement social et la pratique sociale en matière de corruption. Et là, nous sommes en train d'échouer parce qu'on nous met des personnes qui ne sont pas solides et cette image-là que nous sommes en train de voir, avec l'autre, c'était comme ça, l'autre ici aussi, c'était une tentative comme ça, ça veut dire, monsieur Dan. Vous comprenez? Alors maintenant, la question qui se pose, c'est laquelle? C'est que nécessairement... Vous voulez dire que les autorités ne sont pas exemplaires? Bah, ils ne sont pas exemplaires, c'est là. Mais excusez-moi, cet organe-là, APLC, c'est l'organe en fait de la plus haute moralité sociale. Hein? C'est la plus haute moralité. Parce qu'au-dessus de ça, depuis le FONALC, en 2009 avec Mwendambali, nous sommes allés au premier forum national de lutte contre la corruption en 2009, ça fait 14 ans que nous attendons le haut observatoire congolais pour la moralité publique. D'accord? Ça veut dire qu'au-delà de toutes ces agences, il faut encore mettre un observatoire qui regarde, comme je vous ai dit tout à l'heure, en tant qu'examinateur, comment fonctionnent toutes ces agences. La moralité des personnes, leur stratégie, leur financement, leurs résultats, etc., etc. Vous comprenez un peu? Alors, jusqu'à présent, ce n'est pas encore mis en place. D'accord? Alors, maintenant, ça veut dire que la plus grande organe qui sera au-dessus pour chapeauter tout ça, pour présenter une ligne, comment dirais-je, idéologique en philosophie de lutte contre la corruption, c'est cet organe observatoire de la haute moralité. Là, vous donnez une stratégie pour mettre fin à la corruption. Voilà, oui. Voilà, et il suit tout le monde. D'accord? Alors, maintenant, ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que vous avez les agences qui peuvent regarder certaines personnes, mais eux-mêmes, personne ne les regarde. D'accord? Hein? Oui. Et la conséquence, c'est ce qu'ils sont en train de se faire là. D'accord? S'ils avaient des gens qui regardaient ça, on suivrait leur démarche, on pourrait savoir. Maintenant, c'est ça la question. Autre chose, il faut que les stratégies fonctionnent. Or, les stratégies, jusqu'à présent, il semblerait qu'il n'y a pas l'argent pour faire fonctionner les stratégies. D'accord? Il faut des financements master, c'est-à-dire pour les 26 provinces pour la lutte contre la corruption. D'accord? Hein? Or, ça n'est pas... Financement, oui, mais financer qui et comment? Quelle structure financer? Nous sommes en train de parler des agences. Je suis encore au niveau des agences. Les agences de lutte contre la corruption. De lutte contre la corruption. D'accord. Oui. Or, ici, pour cette année, ici, j'ai appris qu'on avait donné 200 000 $. Hein, monsieur Dan? 200 000 $, vous divisez par 365 jours, aller à 26 provinces, ça vous donne 21 $ pour la lutte nationale. C'est ça l'argent que Sam Alukonde et le président de la République et le président du conseil d'administration du gouvernement donnent comme fonds de lutte contre la corruption au Congo. Alors, à vous de me dire si on doit croire à un type de commande de programme comme ça. D'accord? Alors, maintenant, nous leur avons dit, moi personnellement, je leur ai dit, non, vous êtes venus, vous avez trouvé Kabila a laissé 900 millions de $ en caisse. Avec les efforts d'Alinguet, c'est pour, comment dirais-je, voilà. Alors, maintenant, il faut au moins que vous nous donniez 100 millions de $ par an, parce que nous étions à 900 millions. Nous sommes aujourd'hui à quasiment 14 milliards, 16 milliards. Est-ce qu'on ne peut même pas enlever comme ça 100 millions dans les 14 milliards pour permettre à la plaie centrale de la nation, c'est-à-dire corruption, à ça qu'on pervertir le politique, l'état de droit, la justice et tout, c'est la corruption, vous donnez 21 $. Ça ne va pas. C'est pour ça que nous disons, ils doivent donner 100 millions de $ pour une répartition de 3 millions de $ par province. Et le peu là qui va rester, ça sera pour la coordination. D'accord? Au moins, avec maintenant 3 millions de $, par province par an, on peut commencer à faire, comment dirais-je, des activités d'envergure pour modifier le comportement social des gens. Et... Parce que qu'est-ce qui se passe à Kati-OPT? Quand vous voyez là ce qui se passe à la télévision, là, monsieur Dan, oui. Les organisations qui vendent la... Tous les 6 mois, ils changent les messages publicitaires, non? Pourquoi? À un certain moment, l'esprit a vu ça, ça n'a plus d'impact. Ça veut dire que la lutte contre la corruption doit aller avec les agences, avec toutes ces préventions-là, tous ces mécanismes doivent fonctionner ensemble. La société civile, les écoles, tout ça, c'est-à-dire l'ensemble de la structure de la société, dans tous ces codes
hein, code du travail, code de ceci, code d'enfant, tout ça, on fera état de ça tout à l'heure. Hein. Tout ça, ça doit fonctionner ensemble et il faut qu'il y ait, au derrière de ça, des organes qui sont en train de regarder comment est-ce que ça fonctionne. Et ça demande de l'argent. Tout à fait, mais la question que je veux poser maintenant, c'est la question des textes légaux. Ce sont les textes légaux qui manquent pour lutter contre la corruption ou c'est l'application qui pose problème ou toujours le financement, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, la question centrale, c'est le financement. L'APLC est bloqué quelque part. Si ce n'est pas ces histoires-là qui sortent leur argent pour avancer, il n'y a pas d'argent. Hein, c'est vraiment insuffisant, il y a une rémunération qui est donnée. Il n'y a pas que l'APLC, hein, aussi les autres agences, là, hein, tout ça, ont reçu quasiment un montant similaire. Mais quand vous regardez, c'est des milliards au Congo, il circule au moins une valeur de près de 100 milliards de dollars entre les mains des gens, sous forme de thésaurisation. Les gens n'ont plus confiance aux banques. Mais vous venez chez moi, j'ai mes 2000, je vais chez toi, tu as des 3000, 5000, on compte comme ça tous les Congolais, ça fait un pactole comme ça de 100 milliards de dollars. Qui circule. Qui circule. Et cet argent-là doit normalement se trouver dans les systèmes bancaires, pour que les systèmes bancaires délivrent, comment on appelle ça, des prêts, pour qu'on puisse, comment dirais-je, construire la société au niveau de l'ordre économique. Mais maintenant, c'est entre les mains des gens. Donc, c'est-à-dire, les 21 dollars, là, on ne peut rien faire avec ça. D'accord? Alors maintenant, la question qui est là, c'est laquelle? C'est que nécessairement, il faut de l'argent. Nous sommes butés à la question de l'argent pour l'instant. Le gouvernement congolais ne veut pas vraiment donner l'argent nécessaire pour la lutte. D'accord? Est-ce que cet argent-là sera utilisé? Non, ça veut dire que nous avons... C'est ça la question. Il y a un plan stratégique qui est élaboré, mais ce plan stratégique-là demande... Attention, hein, monsieur Dan, hein, il faut vous parler du Congo, hein? 5 fois la France, 80 fois la Belgique. D'accord? Il y a plus grand que le Congo. Voilà. Mais il y a plus grand que le Congo. Il y a plus grand que le Congo aussi, bien entendu. Vous avez raison. Mais ici, nous parlons de notre pays, c'est du gabarit. Par conséquent, si nous commençons à faire des projets, comment dirais-je, en escalier, c'est-à-dire qu'ici, on a fait au Kasaï, on a fait ici, comment dirais-je, au Katanga, on a fait ici à l'Équateur ou à Kinshasa, on laisse les autres comme ça. Non. Nous devons, c'est une dynamique qu'il faut, nous tous, nous devons nous lever et essayer d'avancer. Vous comprenez? Et ça demande de l'argent. Ce n'est qu'au départ, on hisse ça pour que ça avance. Après, on va voir comment est-ce qu'on peut chercher à réduire les financements, etc., sous des stratégies bien probées. Mais pour l'instant, il faut mettre en place des centres dans chaque province. Il faut mettre des cellules dans chaque province. Il faut mettre, comment dirais-je, dans les systèmes judiciaires, comment dirais-je, des personnes pour former des gens, il faut au moins minimum, c'est que nous attendons en tant que société civile, que dans ce pays, il y ait au moins 100 000 personnes qui sont valablement formées sur la question de la corruption. Pourquoi? Je reviens. Vous avez vu avec Alinguete ici, M. Dan, oui. 333 635 agents de l'État en prévarication des mécanos. C'est ça les chiffres. OK. Mais ces gens-là, ils sont encore là. Or, le travail que nous avions fait avec Mwendambali était monté déjà à 450 000 agents de l'État formés sur la question de l'intégrité sous les 1 500 000 agents de l'État. Mais maintenant, dans les 450, vous avez encore 300 000 qui sont encore en train de plonger encore dans ces magmas, comment dirais-je, des actes de corruption. 300 000. Ben oui, mais vous n'avez pas suivi cette histoire-là. 300 000 qui sont en train de... Mais oui, le fichier d'Alinguete, des gens qui sont en train de faire toutes les magouilles là-bas, c'est 333 635 agents. Alors, maintenant, donc, la question c'est là. Oui. Révoquer ces gens, on ne les révoque pas. On les garde. On a pris une partie des... Ils sont connus, la liste est là des gens qui sont dans la corruption. Ils sont là, ils sont connus et ils ne sont pas sanctionnés. Ben, c'est ce qu'ils savaient. Or, ce n'est pas des choses qui sont créées pour comment dirais-je, 1 mois, 6 mois. Ce sont des années que ces choses-là sont là. D'accord? Donc la question ici, c'est qu'il fallait faire révocation de ces personnes pour montrer que la lutte, c'est un coup de poing. Non, on a gardé ces gens-là, on a pris quelques caissiers, soit déjà, on les a mis, comment dirais-je, en accusation. Mais non, ce sont tous ces mondes-là ensemble, on fait ça pendant des années. Il y a des gens qui ont 2-3 mécanos, ils vous tirent comme ça 12 000 $, 15 000 $ par mois. Et l'argent n'a pas été récupéré, tout ça. Ça veut dire, les principes même de mécanisation, de comment dirais-je, de procéder dans ces questions, mettre aux arrêts, comment dirais-je, révoquer la personne, récupérer les avoirs, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas mises en place. Alors maintenant, qu'est-ce que ça peut préfigurer au niveau comment dirais-je, des personnes? Ça veut dire que le système de l'État est fragile. Il est faible. Il est faible, il est fragile. Voilà. Mais les conséquences de la survie de la nation, c'est à quel niveau? Quelles sont les multiples conséquences
qui découlent de cette situation? D'abord, la question ici, je reviens à mon texte, Oui. parce que c'est un grand ensemble. Depuis 1960 à aujourd'hui, on a tous attendu que la ligne la plus dure et la plus forte de l'opposition politique à l'époque, c'était l'UDPS, et avec des promesses à la nation que quand nous allons là-bas, on parlera de tout. D'accord? Parce que déjà, le petit indice, ça avait commencé à la conférence nationale souveraine. D'accord? Ok. Or, les recommandations de la conférence nationale souveraine n'ont pas été d'application. D'accord? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde attendait que l'UDPS vienne et que l'état des lieux de la plaie centrale, Potao et Zanaka Tchamboka, et Moïbi, que nous parlions de qui a posé quel acte depuis 60 à aujourd'hui, hein, et quelle est sa responsabilité. Et s'il peut réparer, il répare. S'il ne peut pas réparer, nous prenons acte. Mais ce n'est pas ce que le président de la République a fait. Il vient et il dit on garde silence, sur tout ça on efface. Il n'a aucune légitimité de venir parler de ces questions, monsieur Dan. Il faut un référendum populaire pour que les gens disent. Parce que je te prends les chiffres maintenant. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller à la justice transitionnelle, par exemple? Mais nous sommes là, à toutes ces justices transitionnelles, on ne les voit pas, on en parle. Mais j'ai entendu Louzol à faire un cinéma là, à un certain moment, mais il va indigner. C'est ça un peu le Congo. Hein? On initie les choses et puis on laisse là. D'accord? On ne sait pas si c'est pour faire peur à qui ou quoi, on ne sait pas. Moi, je vous parle seulement des chiffres. Depuis 60, je vois ici, il y a perte de corruption. Hein? Par silence politique, la Belgique nous doit 800 milliards. 800 milliards de dollars? Oui. Quand on parle de, comment on appelle ça, ici, ces histoires ici, ici, contentieux belgo-congolais, aujourd'hui, il est chiffré. Parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Professeur Kalel et tout ça. Chaque année, la Banque centrale va réactualiser l'indice. Tiens, nous sommes à 800 milliards. Le roi des Belges est venu ici. Le président de la République ne lui a pas parlé. Mais tout, qu'on a quand même après tout. Hein? Même Malembe, 20 milliards de dollars par an. 20 milliards de dollars tous les 3 ans. 50 milliards de dollars tous les 5 ans. Posons que ça a vu son bon, on a vu sur rien. Le roi est venu ici pendant une semaine. Hein? Il a gesticulé, puis il est rentré chez lui. Or, c'est que nous attendions, nous, les organisations de lutte contre la corruption, qui commencent à parler de cette question. Parce que son père, son combat, c'était ça, M. Dan. Ah oui. Alors, faire sauter Kabila Mobutu, hein, pour installer l'état de droit, hein, et puis le financement qui permettra la construction du Congo viendra du contentieux belgo-congolais. Et Badbakou Fapona Likambo. Maintenant, aujourd'hui, le roi des Belges vient ici, vous n'en parlez pas. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ça, c'est 800 milliards, vous notez. Deuxièmement, Mobutu part laisse une situation ambiguë, hein, de corruption à laquelle nous devions payer de l'ordre de près de 12 milliards de dollars. D'accord? Vous avez, comment dirais-je, ici, Mobutu à Kabila père et à Kabila fils chez les Chinois. Ndan, oui. Nous devons 94 milliards de dollars aujourd'hui aux Chinois. Nous devons. Oh, papa, beaucoup t'as capé, moi, journaliste. Attendez. D'où tirez-vous ces chiffres-là? Oh, mais mon ami, je tire les chiffres où je tire des chiffres, les chiffres sont ouverts, vous êtes de la presse. Hein? Mais il faut aller là-bas scruter. Hein? Dette de la RDC par rapport à la Chine, tout ça. Comment on a bloqué 94 milliards de dollars. 94 milliards de dollars. Depuis Tobanda, coopération avec les Chinois. D'accord? Un journaliste qui dit que des pays africains tels que nous sommes en train d'aller ici, quand tu entends l'Union européenne, tout ça sont en train de parler. Ça veut dire on est en train de vous mettre un arnaud, comment dirais-je, au cou. Parce qu'à un certain moment, il faudra régulariser ces dettes-là. D'accord? On avance. Nous voyons ici que Muzitu, avec Kabila, essaie d'assécher 12 milliards de dollars. Ils prétendent que c'est l'argent de Mobutu, hein? Mais or, de l'existence 2002 à Mozitu, 2004, 2006 ou 2008, je ne sais pas encore quelle période. Et là, vous n'étiez pas en train de prendre des dettes. D'accord? On combat encore de 12 milliards de dollars. D'accord? Alors, nous allons maintenant avec Tshisekedi ici, depuis qu'il est là. On est en train de parler des dettes prises à gauche, à droite, rassemblées. Nous sommes déjà à 8 milliards. D'accord? Hein? Ok. Bon, j'ai entendu dire qu'il y a encore un 5 milliards qui traîne là-bas à la Banque mondiale. La Banque mondiale.
je parle de la gouvernance. La République n'a pas été capable de payer, comment on appelle ça, des cabinets internationaux pour faire des plans pour que nous puissions acheter ces plans-là et les donner à la Banque mondiale pour permettre d'avoir ces 5 milliards de dollars et de construire le Congo. Mais nous apprenons toujours que Muzito a atteint les points d'achèvement. Oui, mais quand on parle du point d'achèvement, ça veut dire quoi? C'est qu'il a eu l'occasion d'assécher ces choses-là. Les 12 milliards là en question. D'accord? Le travail a été fait. Mais moi, je vous parle du gabarit de la question. D'accord? Donc, nous circonvolutionnons environ une affaire de 900 milliards de dollars que nous sommes en train de perdre comme ça. Mobutu a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? On ne sait pas. Mouzé est venu ici. D'accord? Mouzé n'avait pas l'argent, mais il était en train d'avoir tout le temps la logistique militaire. Vous ne posez pas la question, ça venait d'où? Ce n'était pas de la magie. C'est-à-dire qu'il était en train d'être en coopération avec certains pays, notamment la Chine, il donnait le matériel. On était en train d'acquérir des biens. Il est venu, il a continué. Kabila fils est venu, il a continué. Et etc. Le montant, c'est ça. D'accord? Bon, alors maintenant, la question, elle est là. Ça a servi à la République ou ça n'a pas servi à la République? Ce sont des questions. Mais moi, je vous montre tout ce que nous avons perdu. C'est-à-dire, en pensée de cohérence, c'est-à-dire cet argent devait construire la République déjà. D'accord? Alors, nous sommes là au niveau des chiffres. Mais maintenant, ce que nous sommes en train de dire, la question, c'est quoi? Si vous avez fait le total de toute la dette que la RDC doit aux autres pays, si vous essayez de faire l'addition... C'est ça, la sommation, si on peut essayer de mettre 94 milliards 800 milliards avec 94 milliards, avec 2 fois 12 et 1 fois 8, ça vous tourne aux alentours de 900 000, 910 000 milliards. Donc la question, elle est là. Ça, c'est des chiffres, il faut travailler dessus. Je vous dis, ça fait 30 ans que je travaille, je suis en train de fouiller partout. Alors maintenant, tout ça font que la situation de la nation, elle est là. Or, ça, déjà, cet argent ici, ça devait permettre la RDC d'être en construction. Alors maintenant, ici, comme nous disons... L'argent a été consommé par les individus. Vous-même, vous voyez les rues, comment sont les rues, comment sont nos hôpitaux, comment... Enfin, mais les choses sont en train de parler, monsieur Dan. C'est quand même assez grave. Vous voulez dire que depuis 60 à ce jour, les Congolais ont volé plus ou moins 910 milliards de dollars américains. Mais je suis en train de vous le dire. Si ce sont des situations de dette qu'on a acquis, mais ces dettes-là, on construit quoi? C'est ça le débat. C'est ça. Le Congo, vous avez ici les guagua, c'est-à-dire les ponts. Il faut les voir là-bas totalement rouillés, ça n'existe plus. Parce que si nous partons de Mobutu, nous allons à Kabila père, nous allons à Kabila fils, nous allons, comment dirais-je, à Tshisekedi, mais papa, nous sommes en train de prendre des dettes, nous sommes en train de prendre, il faut faire en contrepartie qu'on voie la construction de la nation. Mais regardez comment les Mamaïs ont été, toutes ces histoires-là. Un État surendetté. Mais voilà, alors, maintenant ici, ça, 800 milliards, ça c'est le gouvernement qui élève ce montant. D'accord? Parce que ça, bon, on a biso. Contentieux belgo-congolais, photo le blalikamwana. Tshisekedi, père, nous avait dit, nous parlerons de ça. Si son fils n'en parle pas, c'est sa liberté. Mais nous en parlerons. Les ambons, on a biso. Permettez-moi de vous le dire, monsieur. Allez-y. Ok. Alors maintenant, ici, nous disons la question de l'expertise des personnes mises en place. Nous constatons que ça n'évolue pas. Par exemple, le rendement de l'APLC pour cette année, pour 2021, si je ne me trompe pas, c'est 86 cas d'attaque pour 365 jours pour 26 provinces. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont attaqué 86 dossiers. Comme c'est une agence nationale, on prend ça pour les 26 provinces. Comme c'est annuel en cotation, c'est dans les 365 jours ce qu'ils ont fait. 86 dossiers sur toute l'étendue du territoire. Alors, quand vous divisez ça, ça vous fait 0,000, je ne sais pas combien là-bas. Donc, c'est... Alors, maintenant, c'est quoi? Donc, quand vous allez sur les sites de l'APLC, 2022-2023, quasiment premier semestre, et là, comment vous attaquez? Si Taron, c'est d'abord fermé. Pourquoi vous attaquez particulièrement à l'APLC? Pourquoi seulement à l'APLC? Mais moi, je viens pour le domaine de la question de la corruption. L'agence centrale aujourd'hui, la question de la coordination de la lutte, c'est l'APLC. Je ne suis pas à côté. Ok. Alors, maintenant, on constate ça. Or, je viens de vous dire, c'est que les nations du monde, pour que l'investissement vienne sous le Congo, il faut impérativement que la question de la corruption ici, nous montons dans nos cotations. D'accord?
Auprès des agences mondiales. Auprès des agences mondiales. Parce qu'à partir des agences mondiales, ces agences-là permettent justement de justifier les financements, comment dirais-je, qui descendent sous la corruption, sous le Congo, et prendre leur, comment dirais-je, leurs partenaires économiques et les lancer sous le Congo. D'accord? Je viens de vous le dire. Aujourd'hui, dans des pays de corruption, problème pour rapatrier ces... D'accord? Parce qu'on sait que ça vient, comment dirais-je, de sources de production. Donc la question de la RDC sur la question de la corruption doit être un travail sur lequel nous devons vraiment travailler en profondeur si nous voulons avoir des investisseurs au Congo. C'est pour ça, ce sont ces chiffres-là qui poussent les agences mondiales, l'indice de corruption, à nous placer toujours au bas de l'échelle des pays mondiaux. Au bas de l'échelle. Alors la cotation centrale au niveau des organisations, c'est que nous devons être entre 6, 5 et 6, entre 5 et 10. Tant que vous êtes en dessous de 5, hein, comme nous sommes là 2 points quelque chose, hein, jamais les gens viendront investir. Vous avez ici devant vous, ici, politique, là, je parle pas en l'air, hein, politique nationale de la réforme de la justice. Vous savez, État général de la justice. D'accord? Ok. Pourquoi je vous ai mis ces deux documents ici? Tant qu'il n'y a pas de garantie à ce niveau ici, hein, parce que c'est la question de la justice qui résout la question, qui attaque. Mais tant que la justice ne fonctionne pas, elle est corrosée sur la question, un investisseur ne viendra. D'accord? Parce que l'économie, à tout moment, vous pouvez faire face à la justice et il faudrait que la justice vous donne des garanties judiciaires, hein, aux partenaires, tant nationaux qu'aux partenaires à tout ce monde-là. Quel est l'état de lieu faites-vous de la justice en RDC? Mais le chef de l'État vous l'a dit, M. Dan, il dit que la justice lui a fait gravement défection. Quand on parlait de défection, ce terme-là en politique, ça veut dire quoi? C'est ce que ça veut dire. Et toute la politique de l'UDPS, c'est la justice, l'état de droit d'abord. Parce que c'est l'état de droit qui va mettre tout en forme. Alors, vous êtes en train de dire que le président Tshisekedi n'est pas en train d'appliquer la politique de l'UDPS sur la lutte contre la corruption? Non, nous constatons que la politique de l'UDPS sur la question de la justice, elle est défectueuse. L'UDPS doit nous donner des gens qui sont formés pendant 40 ans pour la Macambo. Comment vous êtes? Comment on nous donne 2 fois aux agences de chercher des prévarications au niveau des agences de lutte contre la corruption? Ça dit qu'il n'y a pas d'hommes comme ça dans l'UDPS. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez quoi? C'est que c'est pas cela. Permettez-moi, je suis un peu dur, hein, mais je parle des réalités. Hein? Alors, c'est ça le débat. Alors maintenant, ça veut dire quoi? La question de la justice, tant qu'elle ne sera pas, comme le chef de l'État est en train de dire, ne sera pas vraiment, comment dirais-je, consolidée et rendue solide, ça crée encore un autre problème en ce qui concerne non seulement les questions d'intégrité, mais non, la question de l'accès à la justice et les définitions de justice et les applications de la justice créent encore un problème pour la question de la corruption. Mais il y a quelques réformes qui sont faites, il y a quelques changements qui se font. Nous avons observé, oui. Mais je vous rappelle qu'il faut normalement 3 magistrats pour 1000 personnes. Ça veut dire pour 100 millions de personnes, on a besoin de 30 000 avocats, magistrats. Or aujourd'hui, je crois que nous sommes à la place de 8. Donc il y a une déficience de 22 000 avocats. Ça veut dire maintenant, si nous devons... Il faut d'abord que chaque citoyen congolais, partout où il se trouve au Congo, puisse rencontrer son juge naturel. D'accord? Et ce n'est pas... Ils ne sont pas là. On ne parle même pas de la logistique. La présence d'abord des humains, des personnes. Basaïté. C'est insuffisant. D'accord? Alors, ça veut dire que même l'accès à l'état de droit, nous ne sommes pas encore sous le plateau. Le plateau voudrait dire que dans les 26 provinces, nous avons nos 30 000 magistrats qui sont positionnés. Logistique, c'est d'abord logistique cacal. Hein? Mais simplement comme ça, le type il est debout là. On m'a dit, mon ressort c'est ici. Ça n'est pas là. Et tant que les gens n'ont pas accès à la justice, il y a mauvaise gouvernance en ce qui concerne la question de la justice. Parce que chaque citoyen doit pouvoir accéder à la justice, c'est accéder à son juge naturel. Il n'y a pas. Est-ce que vous me suivez? Accéder à la justice, accéder à son juge naturel. Ok, alors maintenant, on ne peut pas parler d'état de droit si les gens n'accèdent pas à leur juge naturel. Ici, Makala, 1500 places, 10 000 personnes là-dedans. On ne parvient pas à les vider. Il faut les vider, il faut les écouter et décider. D'accord? Donc les gens n'ont pas accès à la justice. Il y a des gens qui sont là-dedans, les termes de 2 fois mandat de 3 mois, hein, de détention de dépôt, c'est déjà passé soit à 1 année, à 2 ans.
Il n'y a pas accès à la justice. Alors, si ces choses-là, monsieur Dan, les gens pensent que la communauté mondiale n'est pas en train de suivre, il y a des gens qui sont ici, et dans les ambassades, et dans leurs ONG internationales, Moussa Nabang. Vous voyez quoi là? Citez-les. Hein? Je vois la UNICEF, je vois Suède, je vois PNUD, je vois l'Union Européenne, je vois MONUSCO. Là encore pire là-bas chez vous. D'accord? Tous ces gens-là, vous les voyez, ils sont dans le noyau d'élaboration de la loi ici. D'accord? Ils sont en états généraux, ils sortent des états généraux, ils viennent de la politique nationale de la réforme de la justice jusqu'à 2026. Donc, vous savez, ils ont toutes les données. Et ces documents ici tirent copie. Parce qu'ils ont participé. Ils ont donné des financements aussi pour ça. Ça veut dire que ce document ici, qui est un document central, noyau, vous ne verrez jamais les Américains vous donner ça, la politique et stratégique de la justice américaine. Ces gens-là, ils ont ça chez eux. Alors maintenant, vous allez me dire, mais M. Mbou, mais on va aller au Congo, hein, il y a accès à la justice et l'état de droit. Mais ils connaissent ça. Ils ont travaillé avec nous, pas juste à travailler avec eux. Ils connaissent ça. Comment c'est appliqué? Comment ils ont accès à ça pendant que c'est un document? Des... D'accord. Donc vous ne les trompez pas. Donc il y a nécessité, M. Dan, que réellement nous nous mettions au travail. D'accord? Alors il se passe là des choses là, on dirait bah lingi batumsu bazala, batumsu makambo bazala te biso tozala senior. Ba Mwendambali, Bambou, Balusolo, ça fait des trentaines d'années nous travaillons sur ces questions. Vous êtes congolais? Nous sommes congolais. Vous êtes congolais. Il faut que nous avons accompagné Bango. Parce que mais ce qui s'est fait ici là, avec la PLC par exemple maintenant, tout ça autant les commandés les OK. Mais on nous apprend aussi par la personne qui a dénoncé ça, que déjà il a rencontré le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice a déjà envoyé une commission là-bas, il faut payer 5 millions. Je crois que vous avez suivi ça, non? Donc ça veut dire que la chose, hein, pour désengager en Europe, sur ce qui a été fait là-bas de l'autre côté. Mais permettez-moi, monsieur, les gens sont en train de voir, ça veut dire nous sommes en train de tuer les dynamiques que nous sommes en train de construire année sur année. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça, je suis fatigué. Tous les cheveux sont blancs, monsieur Dan. Je dois lâcher prise. D'accord? Je dois lâcher prise, aller chercher mon Seigneur Jésus-Christ, côté Aïlo Balanza Benabaninga, Nalembi Congo. Hein? Mais vous verrez très rarement des personnes qui montent sur le plateau, qui vous parlent dans les termes que je suis en train de parler. Nous sommes allés chez le chef de l'État le 24. Vous êtes fatigué de ce travail? Ben oui, parce que nous sommes fatigués. Nous lui avons transmis 400 éléments. La question principale, s'il vous plaît, avant qu'on vienne arriver, la question que moi je me pose, c'est que comment nous... Par où nous avons commencé pour arriver à ce stade-ci? Par où? Quels sont les éléments qui ont été les éléments déclencheurs? Les éléments déclencheurs, c'est quoi? Ça dit que quand les gens ont pris au départ, je parle des Congolais, ont pris l'indépendance, quand ils ont expurgé, comment dirais-je, les Belges, les gens directement ont dit, mais en Boka, il faut te jouir. Et puis nous sortions d'un système d'esclavagisme là, colonialiste, quelque chose comme ça. Les gens ont voulu jouir. Cette communauté de Congolais là, hein, ont voulu, à la place de travailler, ils sont mis à jouir. Or, le niveau de structuration de la société que laissé par les Belges, le Congo, excusez-moi, moi je m'en souviens encore, même na balabala, les alliés, ah, quand tu as bu l'eau qu'on a balabala, tu manges. Propriété aux alliés na katia ville à Kinshasa. Vous êtes journaliste, vous devez poser des questions. Chaque année ici au Memling ici, on met des photos ici sur la ville de Kinshasa. Ma belle est qui propre. Donc ça dit, le Belge nous laisse le pays dans un état impeccable. D'accord? Mais maintenant, les Congolais se sont dit, ben voilà, on va se partager. Hein? Le gâteau. Voilà, le gâteau. Et c'est ce qu'il a fait. Tout ce que les Belges ont pris, ils ont pris. Comme il y avait aussi une insuffisance quelque part pour la gouvernance, les résultats, c'est ça. D'accord? Hein? Alors, maintenant, les choses ont échu. Alors, la politique est aussi rentrée dans toutes ces histoires-là. Les conséquences, c'est ce que nous avons vu jusqu'aujourd'hui. La façon de gouverner jusqu'aujourd'hui au Congo est toujours la même depuis 60 jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire, on dit autre chose au peuple, quand on monte dans les institutions, on fait autre chose. Ça veut dire Lumumba aussi dans ce lot, là, Lumumba Kasavubu. Ça veut dire Lumumba, c'était le temps, mais seulement nous n'étions pas à suffisance formés pour accuser le coup de ces choses-là. Donc, on n'était pas prêts pour cette... On n'était pas vraiment pressés, il faut quand même dire les choses comme elles sont. D'accord? Mais de nous asservir, ce que Lumumba a fait, ça restera tout le temps un héros. Vous comprenez? Hein? Mais maintenant, la question, c'est ça. Alors maintenant, quand nous sommes... Si je comprends bien, de Kasavubu à Tshisekedi, la gouvernance
La gouvernance, elle est pareille, elle est là. Mais, enfin, vous avez les indicateurs sur ce dit. Comment est-ce qu'en 5 ans, vous pouvez avoir attaqué 86 dossiers? Or, la pression... Vous parlez de quel dossier? Le dossier de l'APLC. Je parle de... Enfin, comment, Dani? L'organe central aujourd'hui au Congo de coordination de toutes les activités de lutte contre la corruption, APLC. L'APLC elle-même, je vous ai posé la question ici, l'APLC elle-même, bon, nous sommes journalistes, nous la sentons presque pas. La seule structure qui est quand même assez visible, c'est l'IGF. L'IGF. Oui. Ça veut dire, ça c'est que ça veut dire, l'IGF n'aurait pas été là. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu un comportemental de motivation personnelle, un tuto perso de Alinguete, hein, eh bien, nous n'aurons rien vu. Je me fais comprendre. Ouais. Alinguete a travaillé, c'est pour ça que nous avons ces résultats. Mais Alinguete a toujours été là, non? Hein? Il a toujours été là, non? Hein? Il a 25 ans de travail là-bas ou 30 ans. Ils ont toujours été là. Mais maintenant, il a fallu peut-être d'un moment pour se mettre debout et attaquer la chose. Mais ils ont toujours été là. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a eu une volonté de sa part, hein, à vouloir s'attaquer sur cette question. Et il y a des risques de perdre sa vie, il y a des risques de laisser sa peau dans cette liste. Bah, mon ami, il est rémunéré aussi comme il est rémunéré. Hein? D'accord, hein? Donc maintenant, c'est ce que je suis en train de dire ici. Ça veut dire qu'il faut impérativement que nous nous mettions au travail pour résoudre la question, comment dirais-je, de la corruption. Vous comprenez? C'est vraiment très central et il faut donner les moyens pour qu'on avance sur cette question. Alors, est-ce que c'est prometteur? L'avenir est prometteur? L'avenir, pour l'instant, s'ils sont en train de faire ce que nous sommes en train de demander, on va avancer. Mais encore une fois, je vous rappelle, ce n'est pas des choses qui se font en 2 jours. Hein? Il faut qu'on des années. Alors tout ça, on met des gens, ils viennent, ils font des choses contraires, on arrête les gens, on libère les gens. Ça casse, comment dirais-je, les dynamiques. Vous comprenez? Hein, ce sont des choses qu'on construit avec le temps. Hein? C'est comme la dignité ou l'honneur, on n'achète pas ça. Il faut construire ça. On construit la confiance publique. Alors maintenant, on vous construit, on vous donne la chose. Est-ce qu'il y a des pays qui étaient dans notre situation qui se sont quand même... Oui, mais enfin, nous ne sommes pas les seuls pays. Quand vous regardez à partir du médium, ça veut dire que... pays que vous avez ici, à partir de 90 jusqu'à 180, où la RDC se trouve en 166e place, tous ces pays-là, ce sont des pays qui sont en dessous de la cotation 5. D'accord? Hein? Nous ne sommes pas les seuls. Hein? Mais c'est ça le débat. Hein? Il faut éviter que, comme ça se passe dans toutes les émissions, où je vous ai vu, je n'ai pas besoin d'un couple débatteur politicien. Ok, non, le quoi les autres savent, les autres savent pas. Tous, non, ça c'est notre pays à nous. Hein? Cherchons des solutions pour sortir. On n'a pas besoin des autres. C'est ça le débat. Hein? Les Chinois n'ont pas tenu compte des autres, ils ont travaillé, aujourd'hui, nous devons travailler à nous pour avancer. Mais quand vous discutez tous les autres, ouais, mais les autres pays, Yo Congo, c'est ça le débat. Hein? Donc, comme je suis en train de vous dire, les financements ne suivent pas. Il faut impérativement mettre de financement pour qu'on avance, d'accord? Si maintenant on est à 900 millions, nous sommes à 14 milliards, on ne peut pas dégager 100 millions de dollars par an, 3 millions de dollars par province pour lutter contre la corruption, c'est inutile qu'on lâche prise. D'accord? Alors, maintenant, nous arrivons encore à une autre étape, maintenant, c'est l'indépendance structurelle de toutes ces histoires-là. Vous avez la façon dont on met les personnes en place, ça ne donne pas une indépendance structurelle. Les stratégies, nous les avons dit. Jusqu'à présent, les stratégies ne sont pas validées. Hein? Bon, ici, les résultats pays que nous sommes en train d'attendre, tant qu'il n'y aura pas de résultats, quand nous avons toute une rubrique 2022, c'est vide. Et 2023 encore, ça va rester vide. Excusez-moi. À partir des fenêtres extérieures qui regardent ces agences, on considère qu'il n'y a rien qui n'est fait là-bas. D'accord? Et même les peu qui est fait là-bas, quand on attaque ça par province et par nombre de jours d'efforts de lutte, c'est insignifiant. Vous comprenez? Hein? Moi, je parle des indicateurs. Hein? Je ne veux pas embêter les gens, vraiment, monsieur, comment dirais-je, Dani. Est-ce que vous êtes prêt pour un débat avec un cadre de la PLC? Mais un débat. Un échange, pas un débat, un échange constructif. Je ne vois pas quel échange je veux faire avec eux. Parce qu'eux tous là-bas disent que M. Mbou est un radical. Oh, je vous ramène là. Je prends un exemple. Comment est-ce que dans une nation, 90% des populations sont au chômage? Il n'y a pas une politique de sortie du chômage? Il n'y a pas une politique de création de l'emploi? Ça, ce n'est pas un discours d'opposant. Ce n'est pas un discours d'opposant. Quand vous dites qu'il n'y a pas de politique... Je suis au niveau de la gouvernance. Je suis au niveau de la gouvernance. Ce n'est pas l'opposition. C'est ça le problème que les gens ont à comprendre. La société civile, quand elle parle de la question de la gouvernance, elle parle même de la gouvernance politique. Comment elle est appliquée? Vous comprenez? Hein? Alors maintenant, la question qui est là, c'est laquelle? Ce n'est pas, comment dirais-je, nous parlons des faits. Pourquoi je suis en train de vous parler, monsieur Dani? Parce qu'en fait, tant que les gens ne travaillent pas dans la nation, hein, la misère sociale est une pression considérable pour la question de la corruption. Vous m'avez coupé tout à l'heure.
hein, la pression sociale au quotidien dans chaque citoyen congolais, dans la population, 80% des populations posent des actes de corruption au quotidien, chaque jour. Parce qu'il y a chômage. Parce qu'il y a chômage. Comprenez? Alors, on ne peut pas dire qu'on peut s'attaquer à la question de la corruption avec un état de lieu de chômage comme ça. D'accord? Il faut... Voilà, vous avez compris. Vous comprenez? Hein? Alors, maintenant, il faut créer ces emplois-là. Tant qu'on ne les crée pas, eh ben, les gens sont là, les gens sont en train de... Enfin, c'est la survie, mon frère. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de création d'emplois, on peut mettre toutes les agences possibles qui seront là, mais le combat sera vain. Le combat sera vain. Le combat sera vain. Il faut en même temps, nous sommes, parce que d'ailleurs, quand vous allez dans certaines agences ici, ils vous disent, à la CCM, vous allez là-bas, vous voyez, M. Justin vous dira, hein, nous sommes dans un nœud gordien, corruption et chômage. Tout ça, Cléboa, comme ils disent ça. D'accord? Hein? Alors maintenant, comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est-à-dire, autant nous devons lutter, autant il faut créer l'emploi. D'accord? Il faut désengorger. D'accord? Mais maintenant, nous avons fait une étude ici, il nous faut une affaire de 500 milliards pour 10 000 entreprises à 500 millions hein, de capital, pour prendre 3 000 personnes par entreprise pour enlever 30 millions de personnes au chômage. Ça formerait le 1/4 des populations de 110 millions que nous sommes aujourd'hui. Il faut les remettre au travail. Il faut 500 milliards de dollars. D'accord? Et jusqu'à présent, même Bateau Bazan n'a pas Banque mondiale là. Quand ils voient que vous n'approchez pas ça en perception, ils disent vous n'avez rien compris sur le Congo. 500 milliards. Une bonne entreprise, c'est 500 millions de dollars. Bralima, ici, c'est 600 millions. Ça a 2000, 3000 personnes. Pour mettre tous les Congolais... Pour prendre 1/4 de population, 30 millions, il faut 10 000 entreprises. Hein, il y a 500 millions, ça fait 500 milliards. 10 000 entreprises de 500 millions. Hein, ça fait 500 milliards. Et donc, pour mettre la grande majorité, il faut x4. Il faut au moins la moitié. Il faut au moins une affaire de 20 000 entreprises pour mettre 50 millions de personnes au travail, 60 millions de personnes au travail. Parce que vous avez aussi les personnes qui sont en âge de ne plus travailler, tout ça. Vous avez les enfants, etc., etc. Donc si nous prenons le médium, ça veut dire 60 millions de personnes. Il faut 20 000 entreprises, ça fait 1000 milliards de dollars. Ça ne va pas prendre 100 ans, 200 ans. Ça va prendre... Alors maintenant, c'est ça le débat. C'est ça le débat où j'en arrive avec vous. C'est que les gens conduisent des pays avec peu de sérieux. Or, la Banque mondiale, là, elle fait mieux surtout. Tant que vous n'arriverez pas à faire une analytique à ce niveau ici, au Bango Baebi, il n'y a pas de projet sur le Congo. Ceux qui disent que le... C'est ce qu'ils sont en train de dire. Pour diriger, pour développer le Congo, 10, 20 ans peuvent suffire. Non, enfin, ça est là. Ça dit que maintenant, il faut aller maintenant sous des plans master de financement au moins de l'ordre de 200 milliards de dollars pour avancer. C'est le bambon on est pas belge, il faut appeler ça on a sinon, on va rester comme ça. Tshisekedi est venu ici très respectueusement. J'aime beaucoup ce garçon, parce que son papa, nous l'avons connu. D'accord? Mais il nous a dit ici le travail. 5 ans mandat, ici, il n'y a pas d'investisseurs. Tu les as vus? Hein, papa? Alors maintenant, c'est quoi? C'est-à-dire, nous devons travailler. Bon, on a dit ça, il faut parler, il faut changer de communication avec la Belgique. Pour te créer d'emploi. Ce n'est pas normal, M. Dan, que Motoyen à Mokili, pendant 20 ans, 30 ans, il a une licence, il n'a jamais travaillé. Ce n'est pas normal. La dignité d'un homme, comme j'étais en train de parler à vos jeunes frères là-bas à la rédaction. C'est le travail. C'est le travail. Hein? Merci. On dit, nous voulons un deuxième mandat. Mais un deuxième mandat, vous avez vu ce plan, il y a ma chômage. On va vous donner un deuxième mandat comment? Hein, Dekonanga? Parlons clair. L'élément essentiel que nous attendons comme cadeau de Tshisekedi, c'est le boulot. Boulot exaté. On va vous donner encore 5 ans. Le plan, présentez-nous le plan. Il y a Moussalango, n'a pas ce chiffre aux gens. Donc ça dit les gens doivent parler du plan, doivent parler de la bancarisation, doivent parler ne fût-ce que la moitié de cet argent, 200 millions, et discuter avec les banques mondiales. On a besoin de 200 milliards de dollars pour commencer à construire l'économie. Papa, Bralima va demander le prix, Bazawana, c'est 600 millions à 700 millions de dollars. D'accord? 2000, 2500 personnes. Il faut des trucs comme ça, 10 000. Ça vous prend 30 millions de personnes au travail. Et là, on commence une nouvelle économie pour avancer. Donc, comme j'étais en train de vous... On n'a même pas parlé de ça. Et je conclus. Hein? Oui. Nous avons donné 400 éléments sous les 4000 que nous avons, des faits de corruption, pour montrer au chef de l'État que l'agence n'est pas au Sam Salaté. Parce que nous l'attendions là. Je crois que le document... Vous l'avez écrit, il n'a pas répondu. Oui. Le 24, moi-même, je suis allé à la présidence. J'ai transmis, comment dirais-je, accusé de réception et la lettre de transmission. Et, comment dirais-je, les 24 documents qui parlent de 400 faits de corruption dans lesquels nous attendons l'UTNAE. Nous avons parlé de boulonnage en Guapion. Merci beaucoup.
Monsieur Mbou Marie-Josée Royal, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler de cette question dont on ne parle pas suffisamment, mais qui est une question centrale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Nous vous rappellerons certainement à chaque fois que nous aurons besoin de vous pour donner votre avis d'expert. Ça fait 30 ans que vous êtes sur ce domaine-là et donc vous avez assez d'expérience sur ça. Mais je ne dis pas que les choses ne se font pas. Hein. Les gens se recherchent, mais comme ça doit aller, nous n'y sommes pas. D'accord? Et c'est là où moi je suis en contradiction avec eux. Ah bah on est sur le coup national, M. Mbou, lui c'était un radical. Un radical. Mais le problème aujourd'hui au Congo, tant qu'on ne passe pas, je conclus là, tant qu'on ne passe pas par la justification des avoirs, les poches de chaque agent, les poches de chaque officiel, à savoir ce qu'il y a là-dedans, bon, en bas, tu vois, puis c'est ça les langages qu'ils ne veulent pas m'écouter là-bas. Ils me disqualifient tous là-bas. Quand je leur ai dit, nous devons passer à la justification des avoirs, de tous les avoirs de chacun, Basiliki, M. Mbou, mettez à l'écart, pas ces états radicaux. Mais papa, on doit savoir. Hein, on était tous ici à la 12e rue, maintenant les gens commencent à acheter des histoires ici à 6, 7, 8 000 niveaux, tout ça, on ne peut pas poser de questions, mon frère. Merci beaucoup, M. Mbou Marie-Josée. Je crois que, comme je l'ai dit, on fera toujours appel à vous à chaque fois que nous avons besoin de vous pour parler de cette question. On n'a pas vraiment pas sur la question de la corruption, mais... On n'est pas rentré vraiment, nous sommes encore en superficiel, parce qu'il fallait commencer à parler de chaque dossier et de chaque personne qui a posé tel... Je crois que nous aurons certainement une deuxième émission. Nous allons parler de ça très très bientôt. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez besoin d'entrer en contact avec lui. Appelez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous allons passer ses contacts et vous allez discuter avec nous. J'espère que vous avez aimé cette émission. Elle n'a pas été orientée. En tout cas, le monsieur est un expert, comme il a dit lui-même. Il n'est pas d'un parti politique, il est indépendant et donc il fait son travail depuis 30 ans. Il est donc touché par la question de corruption que vit notre pays depuis plus de 60 ans. Merci d'avoir été avec nous. Portez-vous bien et à très vite. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites.